Madame, Monsieur, bonsoir. Un plaisir comme toujours de vous retrouver pour votre journal sur Monaco Info en ce dimanche 9 juin. Tout de suite, le sommaire. Le championnat monégasque de tennis de table a fait son grand retour au gymnase de l'Annonciade. L'événement a permis de voir s'affronter plus de 70 pongistes. Le Grimaldi Forum a fait hier la part belle à Ferrari. Pour la deuxième année consécutive, Monaco Car Auctions a mis aux enchères des pièces signées de la marque italienne. Découverte dans quelques instants de l'exposition événement du nouveau musée national de Monaco avec notre invité Björn Dahlström. Les toiles de l'artiste espagnol Miquel Barcelo y seront exposées jusqu'au 13 octobre. Elles puisent, vous le verrez, leur essence au cœur des océans. Réparer un objet plutôt que de le mettre à la poubelle, c'est ce que propose le Monégo Repair Café et il a fait son grand retour au marché de la Condamine. À la fin de ce journal, nous vous emmènerons découvrir un sport unique en son genre et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le Kangoo Jump, originaire du Canada, se pratique désormais en Principauté et à Cap-d'Aille. Mais comme souvent, le dimanche, nous débutons cette édition avec de l'actualité fraîche et les derniers résultats sportifs. À quelques mois du Vendée Globe, les candidats du Tour du Monde se sont affrontés une toute dernière fois sur un format transatlantique en solitaire. Les 28 marins engagés ont quitté New York le 29 mai pour allier les Sables d'Olonne en Vendée. Et Boris Herman du Yacht Club de Monaco termine à la deuxième place de cette course puisqu'il est arrivé cet après-midi. De bon augure pour le prochain grand rendez-vous. Et pour votre information, c'est le Français Charlie Dalin qui remporte cette Transat New York-Vendée. Les championnats d'Europe d'athlétisme se tiennent en ce moment même chez nos voisins italiens. Et Marie-Charlotte Gasto, la sprinteuse monégasque, a égalé à cette occasion son record personnel sur la piste du stade olympique de Rome. Elle signe un chrono 12,52 sur 100 mètres et termine à la 8e position. Je vous propose de l'écouter à l'issue de cette performance. Je suis contente. Ça veut dire que je fais le même temps. J'aurais espéré mieux, mais voilà. Avec les temps que j'ai fait sur le 100 mètres, on va dire qu'ils peuvent me permettre de me qualifier à Paris. J'attends une réponse qui devrait arriver bientôt. Franchement, c'est une belle opportunité pour moi d'être ici, de défendre les couleurs de Monaco au championnat d'Europe et donc me permettre de me préparer aussi pour les Jeux de Paris, donc de refaire une compétition avant des grands championnats. Donc voilà. Ce résultat vient confirmer la belle saison de Marie-Charlotte Gasto et ses ambitions pour la suite. Car vous l'avez entendu, on espère évidemment qu'elle obtiendra son précieux ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Nous vous en parlions hier dans ce journal. Ce week-end, Monaco était le fief du taekwondo mondial. Et à l'occasion de la coupe qui porte son nom, le prince Albert II a assisté à la remise des prix où des athlètes français, marocains, italiens et espagnols se sont affrontés. Je vous rappelle également que cet événement a permis aux arbitres officiels de la discipline qui officieront aux Jeux Olympiques de Paris de recevoir une dernière formation théorique et pratique avant l'événement. Après 5 années d'absence, le championnat monégasque de tennis de table faisait son grand retour au gymnase de l'Annonciade. Un vrai bonheur, vous allez le voir pour les amoureux de ce sport. Théo Schumer et Camille Caloni ont assisté à cet événement qui était, c'est certain, très attendu. Ils étaient 70 pongistes à s'affronter tout au long de la journée. Tous évoluent au club de Monaco ainsi qu'à la Fédération monégasque de tennis de table, bien que certains viennent parfois de loin, comme d'Allemagne ou encore d'Espagne. Dans ce championnat, ils jouent dans 3 grandes catégories différentes, les jeunes, les loisirs et la catégorie compétition. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, tout le monde est convié avec l'espoir, bien sûr, de se positionner à la première place de sa catégorie. On a fait jouer aujourd'hui les jeunes ce matin. Et puis le loisir, que ça fait part aussi le Special Olympics. Et puis les joueurs qui font les compétitions. Et le tennis de table, ça composte, on commence à 500 points. Comme ça, on a fait un groupe de 500 à 1599. Et à partir de ça, toute série et les meilleurs joueurs, ils vont jouer fin après-midi. Les joueurs s'affrontent sur pas moins de 350 matchs. Pour tenter de s'imposer, il faut donc faire preuve de rigueur.
Chaque joueur doit essayer de proposer son meilleur ping, que ce soit physiquement, mentalement. Et il faut surtout ne pas douter et tout se passe bien si on arrive à mettre tout ça en place. À 16h30, c'est l'heure de la remise des prix aux joueurs de la catégorie loisirs. Ils sont 13 dans ce tournoi et le numéro 1, c'est Fabien. Fabien, vous êtes premier de la catégorie loisirs. Comment vous vous sentez après cette victoire ? Je suis très content. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de faire des compétitions. Là, une petite compétition interclub, c'est très sympa, l'ambiance est très sympa et je me suis bien amusé toute cet après-midi. C'était vraiment bien, je suis très content. Quand je commence une compète, j'essaye toujours de faire le max pour gagner. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc je suis très content d'avoir gagné en tout cas. Face au succès de son retour, le championnat de Monaco reviendra dès l'année prochaine. En attendant, ce sont les vétérans de l'AS Monaco Tennis de Table qui prennent le relais. 7 d'entre eux ont rendez-vous aux Mondiaux vétérans qui commenceront à Rome le 6 juillet prochain. Et on vous tiendra évidemment informé sur Monaco Info des résultats des vétérans monégasques dans cette compétition. Une vente aux enchères exceptionnelle dédiée à la marque Ferrari a eu lieu hier au Grimaldi Forum. 2 semaines après la victoire historique de Charles Leclerc lors du Grand Prix dans son pays, la maison d'enchères Monaco Car Auction a permis à certains collectionneurs d'acquérir des biens de la célèbre marque italienne, parfois très rare. Émilie Terrasson et Camille Caloni ont rencontré quelques heures avant la vente l'organisateur. Des véhicules d'exception étaient présentés hier au Grimaldi Forum. Pour la 2e année consécutive, Monaco Car Auction a mis aux enchères des pièces signées Ferrari. Nous avons choisi Ferrari puisque nous sommes des connaisseurs de cet univers-là. Nous connaissons des propriétaires, à la fois pour nous confier des biens, également pour en acheter. Nous sommes le mot est un peu exagéré, mais des historiens de la marque. Et donc on aime faire ce que l'on maîtrise. Et donc connaissant très bien cet univers-là, c'était une évidence pour nous que de ne traiter que de Ferrari. Pour ce cendrier, les enchères ont débuté à 100 €. Pour le karting de Charles Leclerc, 12 000 € et pour cette Ferrari 365 GT réalisée en seulement 4 exemplaires, les enchères ont commencé à 320 000 €. Alors nous avons ici des pièces relativement rares, qu'il s'agisse de voitures ou d'objets de collection. Ce sont des objets qui sont signés de la main d'Enzo Ferrari. Nous avons une œuvre d'art de Philippe Chanty, qui pour l'instant déjà recueille des intérêts d'achat qui sont au-delà de nos estimations, donc ça devrait être une belle performance. Et nous avons également des voitures produites en très peu d'unités, des modèles uniques, des modèles tirés à 4 exemplaires, 9 exemplaires, ou des voitures relativement répandues, mais avec très peu de kilomètres, donc des belles opportunités dans tous les cas. Si nous vendons la Enzo qui nous est confiée, nous serons au-delà de 4 millions. Que ce soit pour des objets ou des véhicules, pour les passionnés de l'univers Ferrari, cette vente aux enchères était le moyen de découvrir des pièces plus exceptionnelles les unes que les autres. Et si vous êtes passionné de la marque italienne, je vous rappelle que vous pouvez aller visiter l'exposition Ferrari F1 à Monaco, Histoire et Victoire. Elle se tient à la collection de voitures du Prince Albert II jusqu'au 31 août et retrace la fascinante histoire de la Scuderia Ferrari en principauté qui a débuté le 21 mai 1950 et qui a été sacrée à 9 reprises. Nous ouvrons une page culturelle avec l'exposition événement du nouveau Musée national de Monaco à la Villa Paloma. Elle propose de revisiter la production foisonnante de l'artiste espagnol Miquel Barceló. Il a placé la mer au cœur de son œuvre. Björn Dahlström, le directeur et co-commissaire de l'exposition, présente cet événement à Fabien Bonilla. Björn Dahlström, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes ensemble pour parler d'une nouvelle exposition à la Villa Paloma avec l'artiste espagnol Miquel Barceló. La mer, les océans sont au cœur de cette exposition, hein. Oui, elles sont au cœur de cette exposition et elles sont au cœur de sa propre vie. Tout ça est très logique et il nous a fait la confidence il y a assez peu de temps, étonnamment, alors que le processus de préparation de l'exposition date. Les premières rencontres avec l'artiste datent d'il y a 3 ans. Il est mallorquin, Miquel Barceló. Il est né sur une île et c'est presque l'élément premier. Il dit qu'il a peut-être appris à nager avant d'apprendre à marcher. Et il m'a révélé il y a quelques jours que s'il n'avait pas été peintre, eh bien, il aurait peut-être été océanographe. D'accord. D'où le nom de l'exposition.
d'où le nom de l'exposition et cette exposition évidemment qui se tient à Monaco. Donc c'était l'idée de faire écho évidemment à cette tradition de cette science qu'est l'océanographie et surtout de l'importance qu'elle a en principauté grâce au prince Albert Ier, au musée océanographique qui a été inauguré, vous le savez tous, en 1910. Et donc ça nous semblait pertinent parce qu'il y a une approche aussi un peu scientifique dans le travail, enfin en tout cas d'observateurs, d'explorateurs, de voyageurs chez Miquel Barcelo qu'on essaie dans cette exposition de restituer à travers plein de thématiques et surtout presque 80 œuvres qui couvrent 40 ans de carrière. C'est une sorte de petite rétrospective sous le prisme exclusif de la mer et des océans, chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent autour de cette figure qui est Barcelo, qui est, je le rappelle, de renommée internationale. C'est quelqu'un qui est montré dans le monde entier, qui est une très grande figure de la création et qu'on a la chance de pouvoir montrer ici à Monaco. Oui, que va-t-on pouvoir découvrir? Vous parlez de 80 œuvres, parce que c'est varié, hein, ce sont des peintures, des broderies, des céramiques et autres. Hein. Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir? Alors pour Miquel Barcelo, tout est peinture, même si c'est de la céramique, même si c'est du bronze, tout est de la peinture ou relève de la peinture d'une certaine manière. Et évidemment, on présente des peintures. Il est d'abord peintre, je parle chronologiquement, historiquement, mais évidemment beaucoup de céramique, des broderies, du bronze, des carnets de dessin. Donc il y a une réelle variété d'œuvres qui sont présentées dans l'exposition. C'est aussi un artiste performeur qui a performé sur scène, pardon. C'est aussi quelqu'un qui en a passé des très grandes commandes d'œuvres monumentales, que ce soit pour le marché aux fleurs de Barcelone ou la cathédrale de Palma de Majorque. Donc on essaie de rendre compte de cette variété de matériaux et dans lesquels il excelle, enfin toutes ces disciplines dans lesquelles il excelle véritablement, où il y a une sorte de facilité qui est assez extraordinaire, une immédiateté dans la création. Et donc le parcours de l'exposition propose une remontée depuis vraiment la croûte terrestre des abysses jusqu'à la surface de la mer, en gros, et l'apparition de la figure humaine en creux à travers la pêche, à travers la navigation. Donc c'est tout un voyage exploratoire au cœur de l'œuvre de Miquel Barcelo qu'on propose ici à la Villa Paloma. Vous êtes co-commissaire de l'exposition. Oui. Vous avez voulu faire passer un message à travers cette exposition ? Alors déjà la beauté du travail de Barcelo, sa force, sa puissance, c'est aussi une figure engagée écologiquement. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est battu contre la bétonisation de son île. On en reparlait encore ce matin, qui fait partie d'une association pour la défense des espèces de requins en Méditerranée, qui est en voie de disparition à cause de la surpêche. Donc c'est quelqu'un aussi d'engagé, dont le travail lui-même n'est pas militant, mais dont le personnage l'est. Et effectivement, quand il partage ce bestiaire fabuleux qu'on peut découvrir ici à la Villa Paloma, on est soufflé de beauté, donc on a forcément, ça réveille en nous cette espèce de conscience. Et encore une fois, le musée océanographique aussi est impliqué dans ces questions écologiques, la Fondation Prince Albert II également, à travers ses engagements pour la défense et la préservation des océans. Donc évidemment qu'il y a une résonance assez directe avec ces questions-là. Quand on visite l'exposition, on peut pas s'empêcher d'y penser. Et la disparition des espèces dans les océans, en mer, la pollution des océans, même si c'est pas au cœur du sujet, s'il est question de faire une exposition écologique, je préfère la faire de cette, même si c'est pas ouvertement une exposition écologique, en tout cas il en est question forcément, puisqu'on parle du vivant. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, bonsoir Fabien. Pour sa toute première exposition avec pour sujet la mer, Miquel Barcelo se réinvente avec des œuvres pourtant vieilles de plusieurs dizaines d'années. L'artiste espagnol revient sur la filmographie choisie par son équipe et celle du NMNM. Écoutez-le. Mais c'est une bonne surprise parce que c'est des œuvres de 40 ans. C'est la première fois que j'ai fait une exposition avec le sujet de la mer. Et c'est la première fois que je fais une exposition, disons, muséale qui n'est pas chronologique. Et j'aime bien que c'est le même sujet qui revient toujours d'une forme différente. Souvent, je peins un pieuvre ou la mer ou une table de poisson et j'ai l'impression que c'est la première fois. Et après, je m'aperçois que j'avais déjà fait ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est comme la mer toujours recommencer. J'aime pas ça donne je retrouve cette impression dans cette exposition. Une exposition à découvrir à la Villa Paloma tout l'été et même après, puisqu'elle se terminera le 13 octobre prochain.
Tout se répare, rien ne se jette et ça, le Monégour Hypercafé l'a bien compris. Pour preuve, l'énorme succès rencontré à chaque édition. Pour son retour ce week-end au marché de la Condamine, l'événement a permis aux personnes présentes de réparer leurs objets tout en participant à l'économie circulaire et ainsi réduire leur quantité de déchets. L'environnement est préservé et le portefeuille est content. Reportage sur place signé Émilie Terrasson et Hugo Comassa. Avec de la patience et du savoir-faire, les bénévoles du Hypercafé ont restauré bon nombre de machines. Outils à la main, c'est avec passion qu'ils donnent de leur temps. Ça me plaît de faire de la couture, de partager cette passion. Et puis, c'est toujours l'idée de l'économie circulaire aussi. On essaie d'éviter de jeter des choses pour pas de raison en fait, parce qu'on peut presque tout réparer maintenant. Moi, ça a été mon métier. Je suis en retraite, mais j'ai fait ça avant. C'est un métier qui m'a toujours passionné depuis que je suis gosse. Donc, il est hors de question que je m'arrête. Parmi les textiles, fer à repasser et autres objets électroniques, s'il y a bien un objet qui revient le plus souvent, c'est la machine à café. Ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on nous amène des machines qui ont des fuites. Et le responsable de cette fuite est un joint qui n'est pas très compliqué, c'est ce joint exactement celui-là, mais qui se trouve à un endroit extrêmement reculé dans l'appareil. Et pour y accéder, les constructeurs font tout ce qu'il faut pour que ce soit difficile et même très difficile. Nous, on essaye d'éviter justement de mobiliser de nouvelles matières premières, de nouvelles ressources pour fabriquer du neuf, alors qu'on peut réparer et faire durer la vie de ce qui existe. En plus des bénévoles, les personnes qui emmènent leurs appareils peuvent aussi aider à la réparation. Que ce soit dans un souci d'écologie ou pour une question de moyens, chacun trouve ici le moyen de répondre à ses besoins. Maintenant, tout s'achète, tout se vend et tout se jette. Et je vois où j'habite, moi, à Fontvieille, aux eucalyptus, ce que les gens peuvent jeter, c'est des trucs incroyables. Des fois, ça me fait mal au cœur que les gens jettent des choses incroyables. C'est dommage de prendre et de jeter un appareil qui ensuite... Qu'est-ce qu'on va en faire ? Du plastique, du métal, il y a de l'électronique. On revient peut-être à des valeurs un peu plus sensées, d'essayer d'abord de réparer, et si effectivement on n'y arrive pas, on va changer l'appareil. J'apprécie énormément ce chose-là qui peut permettre de nous réparer nos appareils qui coûtent déjà très cher. Toutes ces réparations sont gratuites, mais pour ceux qui le souhaitent, il est possible de glisser de l'argent dans une tirelire mise à disposition. Avec les beaux jours qui sont enfin là, vous êtes nombreux à vouloir pratiquer une activité physique pour être au top à la plage. Ce soir, nous vous proposons de découvrir un sport qui connaît un succès énorme de partout dans le monde. Le kangoo jump se pratique aussi en principauté avec ses fameuses chaussures à rebond, en référence au kangourou connu pour ses sauts impressionnants. Le but est de reproduire une chorégraphie tout en alliant le fitness, la musculation et le cardio. Juliette Rappert et Alexandra Marangoni. Vous cherchez à pratiquer un sport sans vous blesser, le kangoo jump est la bonne idée du moment. Un sport cardio qui cartonne sur les réseaux. Leslie, coach sportif passionné, donne des cours de kangoo jump depuis 1 an et demi, tous les mercredis. Le kangoo jump, c'est un sport sur boots à rebond. Donc c'est des chaussures comme vous pouvez les voir à rebond. Donc ça se met comme une chaussure de ski, c'est exactement la même chose. Ensuite on fixe tout et après ils ont créé sous la boot un système qui est fait pour amortir les impacts lors de la pratique. Donc c'est un cours collectif qu'on fait en musique et c'est très dynamique, c'est surtout fun et c'est un mélange de, je dirais, de l'aérobic et de la zumba. C'est très physique parce qu'on transpire beaucoup, c'est très cardio, il y a une dépense calorique qui est très importante. Mais par contre, grâce à cette chaussure, nos articulations, il y a 80% des impacts qui sont absorbés par cette boot. Donc en fait, nous aujourd'hui, ça permet à des personnes qui ont des douleurs sur les genoux, à d'autres endroits, de vraiment faire la pratique sans avoir des douleurs derrière.
Idéal pour renforcer les muscles sans se blesser, ce sport est ouvert à tous les âges. Pas de jaloux, juste de la bonne humeur et du fun. J'ai trouvé ça hyper fun et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça le soir avec des copines. Il n'y a pas de prise de tête, c'est hyper cardio. Donc franchement, on travaille un peu de tout. C'est un sport qui est assez complet et bon pour les articulations et c'est pas mal avec la course en accompagnement. Il faut compter 20 € pour 1 heure de cours et si vous vous êtes muni de votre propre paire de chaussures, ce ne sera que 15 € le cours. Alors, à vous de jumper. Et pourquoi pas, on va en tout cas s'y essayer. Après un week-end plutôt gris sur toute la principauté, quel temps est prévu pour ce début de semaine? La réponse avec Justin Adel. Bonsoir. Bonsoir Julia, comme vous l'avez dit, cette fin de semaine fut nuageuse et malheureusement les améliorations ne sont pas pour le moment. En ce lundi, le soleil pointera très légèrement le bout de son nez, mais les nuages, eux, seront aussi au rendez-vous. Le tout avec un léger vent et des températures allant de 19 à 23 degrés. La mer sera en moyenne à 21 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 21h13. Landry, demain, c'est votre jour. Comme chaque dimanche, je vous propose de refermer ce journal avec le flashback. C'est un condensé, vous le savez, de toutes les actualités qui se sont déroulées les années précédentes à la même période. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Émilie Rousseau aux commandes de ce journal. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur notre antenne. Belle soirée.